15, l'exercice 2, on parle de transfert thermique lors du chauffage d'une piscine. OK? Allez, donc comme je l'ai dit à ceux qui étaient arrivés les premiers, ce serait bien que vous ayez une feuille à côté, voir votre sujet sous les yeux si vous avez la chance d'avoir un autre écran, donc et le téléphone et un écran d'ordi, comme ça c'est plus facile. Vous pouvez à la fois suivre donc la classe virtuelle et avoir le sujet sous les yeux. Donc, comme on le découvre ensemble, on va forcément lire le sujet ensemble. Et forcément, donc du coup, pour le coup, c'est moi qui m'y colle. Donc, parmi les divers équipements publics ou privés, les piscines sont souvent considérées comme énergivores, donc gourmandes en énergie. Pourtant, de nombreuses solutions techniques permettent d'optimiser la consommation d'énergie d'une piscine en agissant sur sa forme, son orientation et sur la source de production d'énergie nécessaire à son chauffage. Les pompes à chaleur sont des dispositifs désormais préconisés pour le chauffage de ces bassins d'eau. Donc là, je pense que tout le monde a capté. Ça, c'était le blabla qui vous donc positionne. C'est le contexte. L'objectif de cet exercice est de répondre à la question suivante. En quoi l'utilisation d'une pompe à chaleur contribue-t-elle à apporter une solution aux défis énergétiques ? Allez, donc on y va. Sur le fonctionnement de la pompe à chaleur, qu'on va abréger par PAC, c'est un équipement de chauffage thermodynamique à énergie renouvelable. La PAC transfère de l'énergie depuis une source renouvelable appelée source froide, telle que l'air extérieur, l'eau, la terre, vers un autre milieu. Pour exploiter ces différents gisements d'énergie renouvelable, une source d'énergie, généralement électrique, est toutefois nécessaire. Donc, la pompe à chaleur consomme de l'électricité. Le coefficient de performance, eta, c'est une autre lettre grecque, eta, de la PAC est plus ou moins élevé selon la technologie, la source renouvelable ou l'usage de la PAC. Plus le coefficient de performance est élevé, plus la quantité d'énergie électrique nécessaire pour faire fonctionner la pompe est faible par rapport à la quantité d'énergie renouvelable prélevée au milieu. D'accord ? Donc plus elle est efficace, plus elle est performante. Le coefficient de performance d'une pompe à chaleur traduit donc la performance énergétique de celle-ci et il est défini par le rapport de l'énergie utile fournie par la PAC sur l'énergie électrique requise pour son fonctionnement. La valeur de ce coefficient est généralement comprise entre 2,5 et 5. Elle dépend de la conception et du type de PAC, mais aussi de la température extérieure de la source froide. Donc voilà pour, en gros, le principe de la PAC. Dans tout ce blabla, est-ce que vous verriez une information à prélever ? Je vous ai dit, hein, faites attention, les élèves qui se munissent d'un surligneur dès le début du sujet et qui surlignent à tout va, là, souvent il y a tout le sujet est surligné, faites attention. Donc souvent on surligne une fois qu'on a lu les questions parce que là, on arrive à comprendre quelles seront les informations nécessaires, utiles. D'accord ? Donc là, par exemple, oui, aussi, Benoît, le sujet, je l'avais mis à la fin du cours puisqu'il fait partie de mon cours. Effectivement, ça me permet de traiter justement la dernière partie du cours. J'y reviendrai à la fin de cette séance. Donc, la partie utile ici, est-ce que quelqu'un peut me dire quelle serait la partie à surligner ? Certainement. On ne l'a pas mis là par hasard. Alors effectivement, on vous donne effectivement un coefficient de performance compris entre 2,5 et 5. Et ensuite, on va se rajouter certainement, regardez, la définition du coefficient de performance. Il est défini par le rapport de l'énergie utile, etc. On y reviendra en temps voulu. Alors, donc on vous montre maintenant un schéma qui représente les transferts d'énergie qui ont lieu au niveau d'une pompe à chaleur. Alors, donc, on vous rappelle que c'est une, on vous apprend que c'est une machine thermique, dit terme donc de température, qui fonctionne entre une source de température variable au cours du temps et une source de température quasi constante, tout en recevant de l'énergie électrique. Donc, je comprends ici que pour qu'une pompe à chaleur fonctionne, il faut qu'elle soit alimentée, donc connectée au réseau électrique, et qu'elle va donc utiliser l'air extérieur pour chauffer l'eau du bassin. Voilà ce que je dois comprendre à ce moment-là. Je continue la lecture ici. La PAC fonctionne comme une machine cyclique. Au terme d'un cycle, la variation d'énergie interne du système est nulle. Donc ça, c'est très important. Des transferts énergétiques sont mis en jeu au cours d'un cycle et on vous raconte ce que sont QF, QC et WE. Donc c'est ce que j'ai dit. QF, c'est l'énergie transférée par l'air extérieur à la pompe à chaleur. QC, c'est l'énergie transférée par la pompe à chaleur vers l'eau du bassin. Et WE, l'énergie électrique reçue depuis le circuit électrique.
On vous dit ici que les grandeurs QF, QC et WE sont positives. Et ça, c'est quelque chose de différent de ce que l'on dit d'habitude. D'habitude, on dit les transferts d'énergie sont notés, c'est les seules grandeurs qui puissent être notées avec un plus ou un moins ici dans ce chapitre. C'est ce qui exprime que l'on reçoit ou que l'on perd de l'énergie. Or, ici, dans ce sujet, on vous impose d'avoir un QF, un QC, un WE qui sera positif. D'accord ? Donc, bon, j'y prête attention et je vais voir ce que ça va impliquer par la suite. Alors, donc, voici le schéma. Alors, j'ai tellement grossi qu'on ne le voit plus. Voilà, donc vous avez dans une pompe à chaleur quatre étapes importantes, la vaporisation, la compression, la condensation et une détente derrière. Donc, on vous dit que là, on fait rentrer de l'air extérieur, d'accord? L'air extérieur et au contact du vaporisateur, l'air extérieur est refroidi. D'accord? Si vous passez à côté d'une pompe à chaleur qui fonctionne, eh bien, effectivement, vous allez sentir un courant d'air froid. À l'intérieur, on a un fluide qui circule, un fluide qui est liquide ou gazeux. C'est la définition d'un fluide. Le fluide qui arrive ici, c'est un fluide qui a la propriété, c'est-à-dire c'est un liquide qui existe à température négative. D'accord? C'est pas comme l'eau. L'eau, lorsque la température est négative, devient solide. C'est par exemple, je crois qu'ils utilisent de l'isobutane, je crois, de mémoire, de l'isobutane ou de l'isopropane à vérifier. Donc, il y a plusieurs fluides qui existent selon les pompes à chaleur que vous achetez. Donc, c'est un fluide, un liquide qui a la propriété d'être liquide à une température négative. D'accord? Donc, ça fonctionne même quand l'air extérieur est plus froid. Donc, à 2 degrés, ça fonctionne aussi. Donc, ce fluide liquide qui est donc froid, ici va se réchauffer au contact de l'air extérieur. Vu qu'il arrive avec une température genre de moins 15 degrés, bah, l'air extérieur est toujours plus chaud que ce fluide qui circule dans la pompe à chaleur. Donc ce fluide se réchauffe au contact de l'air extérieur. Il va lui piquer des calories en gros. D'accord? Et ce fluide a une température d'ébullition très faible. Donc, il va se vaporiser, c'est-à-dire passer à l'état gazeux peut-être à 2 degrés, à 3 degrés Celsius. Okay, donc, il passe de l'état liquide à l'état gazeux. Donc, j'ai ici un fluide sous forme de vapeur à une basse pression. Je l'amène dans un compresseur. Le compresseur va donc comprimer. Lorsque vous comprimez, puisque vous rapprochez les particules, eh bien, vous augmentez la température, d'accord? C'est ce qui se passe par exemple dans une pompe à vélo. Quand vous gonflez votre pneu, vous avez un compresseur entre les mains, vous comprimez du gaz et vous voyez très bien que vos mains chauffent au contact de la pompe. Donc quand j'augmente la pression, j'augmente la température. Donc, ici, j'arrive avec un fluide qui est à l'état gazeux, à haute pression, à haute température. Et il va se condenser, passer dans un condenseur. Le terme exact, comme j'ai dit hier, c'est la liquéfaction. Il va passer de l'état gazeux à l'état liquide, d'accord? Et ce faisant, il libère de l'énergie. Sa température diminue et cette température va profiter à l'eau du bassin qui va se réchauffer au contact de ce fluide qui est en train de passer de l'état gazeux à l'état liquide. Ce liquide, maintenant, je le détends, c'est-à-dire je diminue sa pression pour faire baisser sa température encore plus et je retrouve donc un liquide froid à basse pression ici qui va pouvoir à nouveau prendre des calories à l'air extérieur et ainsi de suite indéfiniment. Le cycle va se répéter. Alors, vous n'étiez pas obligé de comprendre tout ça, hein, parce que là, je suis en train de vous faire un cours sur la pompe à chaleur. Vous, quand vous découvrez, élève, ce qui se passe juste en regardant juste ça, ok? Tout ce que je viens de vous dire, vous arrivez, je pense pas forcément à vous le faire dans la tête. Donc, on va voir les questions qui portent là-dessus pour voir si même sans l'explication de la prof, vous auriez pu le faire. Et je pense forcément que oui, hein, puisque ça ne suppose pas qu'on a fait le cours sur la pompe à chaleur avant. Donc, tout le monde arrive sans connaissance à ce sujet et on doit se débrouiller. Donc, allons voir les questions qui sont posées là-dessus. Donc, petit 1, parmi les transferts d'énergie QC, QF et WE, indiquez ceux qui correspondent à une énergie reçue par le fluide et ceux qui correspondent à de l'énergie cédée par le fluide de la PAC. Alors, je reviens ici. Qu'est-ce qui correspond à l'énergie reçue? Qu'est-ce qui correspond à l'énergie cédée?
Donc ça, je pense que tout le monde sait répondre, hein. On a toujours dit, hein, première question d'un sujet de bac, la réponse doit être facile. Je ne dois pas me taper 3/4 de page de résolution mathématique, sinon il y a un souci quelque part, hein. Au contraire, une première question, c'est censé vous mettre en confiance. Donc, je lis vos retours. Vous me dites donc que QF est reçu, QC est cédé et W est reçu. Parfait. D'accord, parfait. Bon, en fait, il suffit de regarder ici ce que vous avez à l'écran, regardez les flèches. D'accord? Donc, la PAC, la pompe à chaleur, reçoit de l'énergie de l'air extérieur et reçoit de l'énergie du réseau électrique. Donc, QF et WE correspondent à des énergies reçues. Par contre, QC est l'énergie fournie à l'eau du bassin. C'est de l'énergie cédée par la pompe à chaleur. OK, donc j'ai tout juste et je continue. Montrer que pour un cycle du fluide, on a l'égalité QC égale QF plus WE. Allez, j'attends vos propositions. Là aussi, c'est une question toute simple qui ne nécessite pas 3/4 de page de résolution mathématique. J'attends juste une information hyper pertinente pour pouvoir répondre à cette question. Pourquoi est-ce qu'on a QC égale QF plus WE? Pourquoi? Si je traduis ça par une phrase, ça veut donc dire que l'énergie C est égale à la somme des énergies reçues. C'est ce qu'on est en train de me faire dire. Pourquoi est-ce que j'ai le droit d'écrire ça? Alors, OK, Chloé commence à proposer quelque chose. Il manque le sujet, je pense, dans ta réponse. OK. OK. Il me manque la saisie d'informations importantes, là. Et Chloé n'en a mis que la moitié. Benoît, non, c'est pas forcément logique, hein. C'est pas forcément logique parce qu'on peut dire, oui, toute l'énergie reçue par la PAC peut permettre aussi d'élever la température localement du système. Tout n'est pas utilisé pour l'eau du bassin. Ça peut partir en perte pour réchauffer l'air extérieur aussi un petit peu. D'accord? Ça peut réchauffer la tuyauterie, etc. D'accord? Donc, c'est pas aussi logique que ça. Tac, tac, tac. Pas. Alors, ce qu'avait mis Chloé, c'est à la fin du cycle de la PAC, mais j'ai pas ce qu'il me faut regarder. Je suis. Est-ce que je l'ai dessus? Voilà. Là, je vous l'avais sous les yeux. Normalement, la saisie d'infos à faire. Et c'est ce qu'on va attendre pour votre réponse ici. C'est la saisie d'infos qui est attendue parce qu'il n'y a pas vraiment de démonstration à faire, hein. Il est écrit ici, ouais, voilà, ça y est, Alix, tu l'as. Au terme d'un cycle, la variation d'énergie interne ΔU du cycle contenu dans la PAC est nulle. Ça veut dire que grosso modo, tout ce qu'elle a reçu, elle l'a cédé. D'accord? La variation d'énergie interne est nulle. Donc, il n'y a pas eu d'accumulation d'énergie, pas de perte d'énergie. Tout ce qu'elle a reçu a été transféré. Donc, ça, c'est vraiment la saisie d'info. D'accord? Je pense que vous n'auriez pas eu les points de la question si vous n'aviez pas eu cette saisie d'info dans votre réponse. OK? Donc, c'est parce qu'il est écrit qu'on va considérer que la variation d'énergie interne du système est nulle, que cela signifie donc que toute l'énergie reçue est égale à l'énergie transférée. D'accord? Donc, voilà pour la question. Donc, du coup, comme on a dit que ce qu'elle recevait, c'était QF plus WE, eh bien, c'est forcément égal à QC, puisqu'il n'y a pas de variation d'énergie interne. Elle n'a pas profité de cette énergie reçue pour avoir sa propre température qui augmente ou sa propre température qui baisse. Tout est transféré. Alors, continuons, on passe au petit 2. J'ai juste, pour l'instant, ne bouge pas trop, Maëlie. Hein, d'accord? Donc là, j'ai avancé dans le sujet. Étude du fluide frigorigène. Le fluide frigorigène, en fait, j'écris pas, hein. Si ça dérange quelqu'un, j'aurais été au tableau en classe, bien sûr, je vous aurais mis forcément un petit bout de quelque chose. Là, je le répète 2-3 fois à l'oral. J'espère que ça suffit pour que ce soit compris par chacun d'entre vous. Là, pour le coup, je vais m'appuyer sur la correction de labo lycée, hein. Je n'ai pas vu d'erreur fondamentale là-dessus. Donc, moi, je suis là surtout pour apporter des compléments pour être sûr qu'à l'oral, ce soit bien compris. Pour la formulation à l'écrit, si vous voulez, je pourrais vous mettre ma correction aussi, mais là, pour le coup, elle n'est pas très différente de la correction de labo lycée.
Alors du coup, petit 2, le fluide frigorigène est un mélange choisi pour ses propriétés thermiques. Il circule dans des tuyaux et n'est donc jamais en contact direct avec l'air extérieur. Nommez le changement d'état que subit le fluide frigorigène contenu dans la pâte lors de son passage dans le vaporisateur. Alors là, franchement, si ce n'est pas des points donnés, donc quel est le nom du changement d'état qui a lieu dans le vaporisateur? Très bien, Agathe, c'est donc la vaporisation. Et dites-moi, lors de ce changement d'état, le fluide frigorigène a-t-il reçu ou cédé de l'énergie? Là aussi, je n'ai pas vraiment le choix, hein, parce que si je me trompe, ça veut dire que je n'ai rien compris à ce qui se passe dans une pompe à chaleur. Donc, est-ce que le fluide frigorigène reçoit ou cède de l'énergie? Alors, bien sûr, il reçoit de l'énergie, hein. Si je repasse ici, donc on voit que l'air extérieur est en contact avec le vaporisateur et on voit que l'air extérieur sort en étant refroidi. Si l'air extérieur a été refroidi, c'est que sa température a baissé. Donc, il a perdu de l'énergie. Cette énergie est donc forcément gagnée par le fluide qui, grâce à cette énergie, peut passer de l'état liquide à l'état gazeux. Alors, qu'on soit bien d'accord, pourquoi est-ce qu'un liquide a besoin d'énergie pour passer à l'état gazeux? Revoyez comment ça se passe au niveau microscopique, hein. Qu'est-ce qu'est l'état liquide? Qu'est-ce qu'est l'état gazeux? Très bien. OK, parfait pour les réponses que j'ai. Donc le but, quand on passe de l'état liquide à l'état gazeux, c'est de séparer les molécules, hein. Les molécules qui étaient en contact dans l'état solide ou dans l'état liquide, lorsque ça passe à l'état gazeux, vont se séparer. Et donc pour ça, il faut fournir de l'énergie. D'autant plus, rappelez-vous que l'état gazeux, c'est un état en mouvement perpétuel, c'est-à-dire que les particules sont agitées tout le temps. Donc il faut leur communiquer de l'énergie pour pouvoir bouger, partir dans tous les sens. Donc effectivement, il faut de l'énergie pour passer à l'état gazeux. C'est ce qu'on fait par exemple quand on chauffe de l'eau dans une casserole, hein, on apporte de l'énergie et l'eau va se mettre à bouillir. Alors continuons les questions. Donc là aussi, hein, je me rassure en me disant, bon ben ok, ce truc qui avait l'air compliqué parce qu'il me parlait d'une pompe en chaleur et que je n'avais pas vu avec la prof, ben finalement j'arrive à m'en sortir et je réponds aux questions. Donc, je passe à la question de 2. Quels sont le ou les modes de transfert d'énergie entre l'air extérieur et le fluide frigorigène? Donc, attention, c'est dans la partie 2. Dans la 2, on vous dit, attention, le fluide circule dans les tuyaux, n'est jamais en contact avec l'air extérieur. Donc, comment est-ce que l'air peut communiquer son énergie au fluide alors qu'ils ne sont pas en contact? Ça va donc se faire via les tuyaux. Attention, via les tuyaux. Donc, quel est le mode de transfert d'énergie au travers du tuyau? Je choisis quoi, Victor? La conduction, la convection, le rayonnement, ce sont les 3 modes de transfert d'énergie possibles. Effectivement, vous avez raison, Franck, Anouar, Victor, il s'agit de conduction. Puisque je passe par le tuyau, ça va être une propagation de proche en proche, c'est-à-dire que l'air au contact du tuyau donc communique son énergie, transfère de l'énergie. Cette énergie va se propager de proche en proche via les particules qui constituent le tuyau et arriver au niveau du fluide. La convection, si tu veux bien, Alix, on en reparlera demain. Par exemple, c'est ce qui explique le transfert d'énergie au sein d'un fluide. OK? Comment comprendre que si je chauffe, c'est ce que tu vas voir. Non, mais je me tais. J'en reparlerai demain, Alix, puisque tu as un sujet de bac à faire pour demain sur le sauna. D'accord? Donc, je te laisse réfléchir à ça tout seul et on en reparle demain. OK. Alors, le chauffement maintenant de l'eau du bassin d'une piscine. Vous voyez, on arrive presque déjà au bout du sujet. Alors, on se doute bien qu'il va falloir arriver à des calculs. On a compris que ça portait sur le chapitre 8. Donc, il y a cette formule qu'on a vue en première et qu'on doit revoir en terminale qui va forcément sortir à un moment donné. Donc, on y est, là, on voit, ça y est, des mètres cubes, des températures, on s'y lance. Après remplissage d'une piscine de volume 560 mètres cubes avec une eau initialement prise à une température de 17 degrés Celsius, on souhaite augmenter la température de l'eau de piscine jusqu'à 28 degrés Celsius. On considérera que le transfert thermique depuis la PAC sert intégralement à chauffer l'eau de la piscine sans déperdition. Calculer la variation d'énergie interne de l'eau du bassin, delta U pour l'eau, quand la température de l'eau a atteint 28 degrés Celsius. On va commencer par faire ça.
on calcule une variation d'énergie interne. C'est la seule formule du cours que vous devez connaître par cœur. D'accord? Je vous ai dit que les autres, on vous les rappellerait. Si on veut que vous calculiez un flux thermique, une résistance thermique, on vous donnera les formules. Par contre, pour la variation d'énergie interne que l'on a vue dès la première, eh bien, vous devez avoir ça en tête. Donc, on fait quoi? Delta U égale quoi? Très bien, MC delta T. Donc, si vous avez une feuille à côté, hein, écrivez-vous la formule MC delta T. Attention, bien sûr, c'est un T majuscule, à ne surtout pas confondre avec le petit t de la durée. Donc, je calcule delta U. La masse, est-ce que j'ai la masse? Ok, donc je vais effectivement, je n'ai pas la masse, donc je remplace par rho VC delta T. D'accord? Écrivez en même temps que je le dis, comme ça c'est plus simple. Donc on remplace le MC delta T par rho VC delta T. Maintenant, je vérifie, j'ai tout ça, donc je peux du coup encadrer cette relation. Ok? J'ai donc mon expression littérale. C'est très important. Hein. Je vous répète, l'évaluateur, en général, il passe très vite, donc il va directement voir ce qui est encadré. S'il voit que c'est OK, il met les points. S'il voit que c'est pas OK, ben, il se tape les étapes précédentes pour essayer de voir où est l'erreur et essayer de mettre des points de méthode. Mais sinon, ça va très vite. Donc, application numérique, une fois que j'ai entouré, encadré mon expression littérale, je passe à l'application numérique en faisant donc rho. Il s'agit de l'eau. Je crois que j'ai vu des données passer là. Regardez. Pour le coup, ils sont sympas. Ils vous rappellent la masse volumique de l'eau. Il y a une petite erreur ici. On dirait un P plutôt qu'un ρ. Bref, ce n'est pas forcément une obligation hein, de rappeler la masse volumique de l'eau, comme je vous disais. Donc, faites super gaffe aux unités. Donc, si je mets 1000, je vois que c'est des kilogrammes par mètre cube. J'ai à côté un volume. Il faut que je sois donc en mètres cubes. C'est le cas. 560. Donc, 1000 fois 560 fois la capacité thermique massique de l'eau. Je mets 4,18. Je fais attention toujours aux unités. Par Kelvin, par kilo, ok, très bien, j'étais bien ici en kilo, tout va bien. Et c'est en kilojoules. Ok, pas de souci, ça me donnera donc un résultat en kilojoules. J'ai pas de problème avec ça, il faut juste que j'y prête attention. Sinon, je vais avoir un 10 puissance 3 qui va me manquer. Et il faut que je fasse fois delta T. Delta T, alors c'est 28 la température finale moins la température initiale 17. Et vous vous rappelez, on en a parlé quand on a fait le cours lundi, faire un écart de température, que ce soit en degrés Celsius ou en Kelvin, ça vous donne le même écart. Hein, d'accord? Donc surtout, ne pensez pas à faire une conversion, à vous embêter, à vous dire « Ah, c'est quoi déjà la relation entre Kelvin et degrés ?» En plus, on ne vous la rappelle pas ici, c'est qu'il n'y en a pas besoin. Donc, 28 moins 17, je prends ma calculatrice, à moins qu'il y en a qui l'aient fait. Alors, 1000 fois 560 fois 4,18 fois... Alors, il y en a qui ont mis 180, d'accord. 28 moins 17, ok. Donc, moi, je trouve 2,6. Tiens, pourquoi 2,5 certains? Attention, donc 2,6 fois 10 puissance 10, parfait, joule. Alors, attention, moi, si je garde 4,18, je trouve 2,6, 10 puissance 7 kilojoules. Hein. Donc, vous faites gaffe. Dans un cas comme dans l'autre, ça fera la même chose. Donc, soit vous vous mettez en joules, soit vous vous mettez en kilojoules, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait kJ dans le C. Donc, on trouve effectivement 2,6, 10 puissance 10 joules. Voilà l'énergie nécessaire pour chauffer les 560 mètres cubes d'eau et les amener d'une température de 17 degrés Celsius à 28 degrés Celsius. Ok, j'ai pris les points, je suis content, là aussi c'est hyper simple et je continue. En déduire, la suite de la question 3.1, en déduire la valeur de QC, l'énergie transférée par le fluide de la PAC à l'eau du bassin de la piscine. Allez, j'attends vos réponses. En déduire, ça veut dire qu'il faut que je me serve de ce que je viens de dire. C'est la même? Non. Alors, qui répond à Franck? C'est la même ou c'est pas la même? Et qu'est-ce qui justifierait que c'est la même ou pas? Allez, je vous laisse réfléchir, apporter des éléments de réponse, une justification pertinente peut-être?
Alors, Simon dit que non. Il se passe rien, Victor, en fait. Hein. Donc, je bouge pas. J'attendais vos retours. J'entends plus rien. Pourtant, moi, ça marche. Il n'y a que Victor qui n'entend pas. Ok, ça marche. Alors, j'ai pas de réponse. Alors, soit j'ai 62 élèves qui n'ont pas la réponse, soit ils n'osent pas participer. C'est dommage. Donc, quand les élèves qui participent d'habitude ne prennent plus la parole, les autres ont le droit de prendre le relais. Hein. D'accord, ça peut pas. Il faut juste utiliser la formule. Là, non. Quelle formule, Alix? Vous ne faites pas la saisie d'infos super importante. Vous avez l'énoncé sous les yeux. Regardez. Il y a marqué « On considérera que le transfert thermique depuis la PAC sert intégralement à chauffer l'eau de la piscine sans déperdition. Je viens donc de calculer la variation d'énergie interne de l'eau du bassin. D'où vient cette énergie reçue par l'eau pour passer de 17 degrés à 28 degrés Celsius ?» C'est ça, Franck. Tout est transféré intégralement. Donc, quelle est la valeur de QC? Si je regarde ici, je viens de calculer la variation d'énergie interne que va subir l'eau du bassin pour passer de 17 à 28 degrés Celsius. Forcément, on vous dit que cette énergie est apportée par la pompe à chaleur, donc QC égale delta U que nous venons de calculer. D'accord? Donc, la réponse à la question est QC égale delta U. Donc, je vous rappelle, dans cette question, nous venons de calculer la variation d'énergie interne. Eh bien, on dit donc QC égale delta U. On répond à la question 3.1, Victor. Donc, je répète, on m'a demandé de calculer la variation d'énergie interne subie par l'eau du bassin lorsqu'elle passe d'une température de 17 à 28 degrés Celsius. J'ai calculé que pour monter à 28 degrés Celsius, l'eau du bassin devait recevoir une énergie de 2,6 10 puissance 10 joules. Eh bien, forcément, puisque le transfert thermique se fait depuis la PAC et qu'il sert intégralement à chauffer l'eau de la piscine sans déperdition, j'en déduis que QC égale ce delta U. Alors, pour l'instant, je ne parle pas de QF, Franck. Hein. Je ne sais pas si déjà tu es en train de passer à la 3.2, mais pour l'instant, j'étais dans le 3.1. OK? Donc, QC égale delta U. Voilà ce que l'on dit. On passe au 3.2. Est-ce que Victor est le seul à avoir rien compris du tout? OK. Est-ce que je explique, Victor? Ou est-ce que tu t'es perdu? J'ai pas vu de difficulté, Victor, donc je comprends pas. J'ai vraiment l'impression que vous dites des bouts de phrases comme ça. Je comprends pas, Victor. Est-ce que c'est parce que tu as un problème de connexion que tu n'entends pas tout ce que je dis, auquel cas je comprends que ce soit compliqué? Alors, je n'ai pas de perte d'énergie, merci Léa de le préciser. On me dit là, il est écrit dans l'énoncé, le transfert thermique depuis la PAC sert intégralement à chauffer l'eau de la piscine sans déperdition. D'accord? Donc, toute l'énergie reçue par l'eau vient de la pompe à chaleur. Je viens de calculer quelle est l'énergie nécessaire pour élever la température de l'eau du bassin en faisant le delta U de manière indépendante. L'eau du bassin, si elle passe de 17 à 28 degrés Celsius, il faut qu'elle ait reçu cette énergie. D'où peut provenir cette énergie, Victor? Je n'ai pas le choix. QC, c'est la pompe à chaleur qui a fourni cette énergie. Donc, delta U égale QC, tout simplement. Allez, j'espère que c'est bon. Pour ceux qui ont un peu de mal, après, il y a toujours besoin parfois d'y retourner. Hein. Donc, prenez la correction et après, à tête reposée, vous refaites ça tranquillement chez vous. Alors, la 3.2, on a mesuré l'énergie électrique WE consommée et facturée pendant ce transfert. Et on a trouvé une valeur égale à WE égale 8 10 puissance 9 joules.
Déterminer la valeur de QF, l'énergie transférée par l'air extérieur. Donc là aussi, il n'y a pas de difficulté à mon sens. D'accord? On me demande, connaissant WE, je viens de donner la valeur de QC, en déduire QF. Or, rappelez-vous, sur les questions précédentes, il me semble qu'on a écrit une petite relation entre QC, QF et WE. D'accord? Donc, je ne sais plus qui me l'avait écrit, je crois que c'était Franck qui m'avait écrit plus haut que puisque je cherche QF, comme QC égale QF plus WE, eh bien QF est égal à quoi? Simple relation QC moins WE. Très bien. Donc, mon QC, c'est 2,6 10 puissance 10, moins mon WE, on me le donne ici, 8 10 puissance 9. Et quand vous faites ce calcul, vous trouvez, comme Franck l'a mis, je vérifie, combien j'ai trouvé? 1,8 10 puissance 10 joules. Effectivement, tu as raison, Franck. 1,8 10 puissance 10 joules, c'est une simple soustraction. Forcément, puisque je sais que j'ai apporté cette énergie électrique, puisque je sais que je dois fournir le 2,6 10 puissance 10 joules, il me manque de l'énergie, elle est apportée par l'air extérieur et c'est une simple soustraction qui nous donne la valeur de l'énergie apportée par l'air extérieur. Ok, j'espère que j'ai perdu personne. Et du coup, on finit avec exprimer puis calculer le coefficient de performance. Ok, donc on vous demande deux choses. D'abord l'expression littérale et ensuite l'application numérique. Alors, allons voir. Je vous avais dit qu'on y reviendrait tout à l'heure. On se rappelle qu'on a lu effectivement dans le sujet la définition du coefficient de performance. Et maintenant, il faut arriver à l'exprimer. Alors, le coefficient de performance état d'une pompe à chaleur, c'est un N incliné, hein, d'une pompe à chaleur, traduit donc la performance énergétique de celle-ci. Il est défini par le rapport de l'énergie utile fournie par la PAC sur l'énergie électrique requise pour son fonctionnement, qui me dit du coup quel est le rapport que je dois faire, hein. J'ai bien compris que c'est un rapport, mais qu'est-ce que je mets au numérateur? Qu'est-ce que je mets au dénominateur? Je veux, s'il vous plaît, que vous me donniez des grandeurs du sujet, pas un blabla. Donc, qui est l'énergie utile chez nous? Qui est l'énergie électrique? Comment elles s'écrivent? Je ne veux pas du français, je veux des noms de grandeur. La valeur de QF, Simon, c'est, tu le regardes dans le chat au-dessus, regarde Camille, c'est QC moins WE et Franck te donne la réponse aussi. D'accord? Alors, Franck, tu m'apportes un WE et un delta U. Alors, attention, on parle de la pompe à chaleur. De la pompe à chaleur. Donc, je répète, c'est l'énergie utile sur l'énergie électrique. Ok, regardons là. Dites-moi, qu'est-ce que c'est l'énergie utile? Quand je regarde ce schéma-là, c'est quoi l'énergie utile? Bon, mais parfait. Camille à noir, c'est bon. L'énergie utile, c'est l'énergie qui va me permettre de chauffer l'eau du bassin. Donc, c'est QC. Et l'énergie électrique, ben, c'est WE. D'accord? Donc, il suffit que je traduise la définition générale donnée dans l'énoncé par une définition ciblée ici, fonction de mon exercice. Et donc, dans mon exercice, l'énergie utile, c'est QC, l'énergie électrique, c'est WE. Donc, je vais calculer le rapport de l'un par l'autre. Donc, pareil, hein, prenez votre feuille à côté, écrivez-vous état égal, donc le coefficient de performance égale l'énergie utile, donc QC sur WE. QC, on a calculé que c'était 2,6 10 puissance 10 joules, divisé par WE. WE, je vous le remets là-dessous, il est égal à 8,010 puissance 9 joules. Je fais le rapport et vous trouvez combien? Alors, ça serait bien qu'on trouve un truc cohérent, hein. Si je trouve 3 milliards, ça ira pas. Si je trouve 10 moins 28, ça ira pas non plus. Donc, dites-moi combien vous trouvez quand vous faites QC sur WE. 3,2 pour Camille. Je vérifie. Alors, 3,25
exactement, hein. Donc 3,3 si on se garde, pourquoi 3,2? Vous êtes 2 à me mettre 3,2. Pour 3,25, hein, si je garde 2 chiffres significatifs, du coup, ça fait 3,3. Est-ce que c'est parce que la correction marque 3,2? Je vais aller voir ce que met la correction, je crois que je l'ai sorti. Ça, c'est la correction. Là, 3,2. Faites gaffe à la correction du coup, hein. OK? Ah, parce qu'ils effectuent, ah ouais, alors ça, c'est le truc de la Bollier. Ils font le calcul avec un QC non arrondi. Donc, c'est-à-dire, ils vont chercher la valeur de base. Alors, je ne suis pas d'accord avec ça, puisque vous, sur votre copie, vous avez égal QC égale 2,6. Il n'y a pas de raison de prendre une autre valeur. Donc, 3,3, vous trouvez. Oui, sauf que sur ta copie, tu as déjà écrit que QC égale 2,6 10 puissance 10. Donc, aucun intérêt à reprendre la vraie valeur, puisque la vraie valeur, elle est pas plus vraie que ça, puisque de toute manière, tu es limité par le nombre de chiffres significatifs. Et tu n'en avais 2 pour la température. Donc, c'est pour ça qu'on a écrit delta U et donc QC avec 2 chiffres significatifs. D'accord? J'espère que c'est clair pour tout le monde. Je reviens du coup ici sur la question. Donc, on a calculé le coefficient de performance, on trouve 3,3 et du coup, on va se permettre une petite phrase quand même de commentaire pour dire qu'on a bien suivi. 3,3, c'est bien ou c'est pas bien? Regardez. Donc là, c'est pas demandé, il n'y a pas marqué de commenter, mais on va se dire, bon, notre coefficient de performance est bien compris entre 2,5 et 5. D'accord? Ça satisfait aussi l'évaluateur parce qu'il voit que l'élève comprend ce qu'il fait, un vrai esprit critique aussi, donc c'est bien. OK? Allez, je continue. On va arriver sur la question difficile. D'accord? Pour moi, tout ceci, même si le contexte était un petit peu différent, hein, pompe à chaleur, tout ceci était faisable. La seule question, à mon sens, qui était un petit peu plus difficile, c'est la 4.1. OK? Alors, je vais passer donc un peu plus de temps sur la 4.1. On vous dit, montrez qu'avec une PAC de coefficient de performance état égale 3,0, on réalise 67% d'économie sur sa facture en énergie électrique par rapport à un chauffage direct utilisant par exemple une résistance électrique. OK? Allez, sur le coup, donc je vous laisse relire la question, bien la comprendre, et je vais passer sur le tableau pour répondre à la question. Donc, il faut montrer qu'avec une pompe à chaleur, on réalise 67% d'économie sur sa facture par rapport à un chauffage direct, c'est-à-dire si on n'utilisait pas une pompe à chaleur et qu'on chauffait directement avec nos classiques radiateurs, comme dans une bouilloire électrique avec une résistance électrique, d'accord? On fait passer un courant dans un fil, on sait que ce courant métallique va s'échauffer sous l'effet du passage du courant, et lorsqu'il va s'échauffer, il va communiquer sa chaleur à l'eau environnante. C'est le principe d'une bouilloire. Donc, comment montrer ceci? Allez, je pars sur le tableau. Alors, donc je voudrais que vous ayez compris que dans le cas de la pompe à chaleur, vous avez donc QF reçu par la pompe à chaleur, qui reçoit aussi de l'énergie électrique, et ceci lui permet d'apporter de l'énergie à l'eau du bassin de la piscine, par exemple. Si je n'utilise pas une PAC, mais juste une résistance électrique, qu'est-ce que je vais avoir comme transfert énergétique? Qu'est-ce que j'ai comme transfert énergétique? Effectivement, que du WE. Le WE va me permettre, donc voici ma résistance, alors je vais l'appeler R, hein, WE va donner QC. C'est bon? Alors du coup, si je reparle de mon coefficient de performance, mon état, dans ce cas-là, c'est, on l'a dit, QC, l'énergie utile sur l'énergie électrique reçue. Dans le cas de la PAC, on me dit de considérer
Un coefficient de performance de 3. OK, donc c'est ce que j'écris. Dans le cas d'une simple résistance, qu'est-ce que je peux dire sur QC par rapport à WE? Oui, très bien. QC sur WE sera égal à 1, puisque toute l'énergie électrique reçue va permettre de chauffer l'eau du bassin. Très bien. Alors, si on néglige les pertes, toujours d'accord. Donc, du coup, si je considère, je vais écrire ici WER avec la résistance et WE pour bien différencier les deux. Si je considère le même QC, c'est-à-dire je veux chauffer la piscine de la même façon, quel que soit le mode que j'utilise, je veux la chauffer de la même façon, c'est-à-dire je veux lui apporter la même énergie transférée. Dans le cas de la PAC, QC, c'est égal à quoi? Vous me trouvez la relation dans le cas de la PAC? Je veux sortir QC de cette première relation-là. D'accord? Sortez-moi QC de cette première relation-là. Donc, QC égale 3 fois WE, l'énergie électrique reçue par la PAC. OK. Alors, excusez-moi, je n'arrive pas bien à écrire. Et pour le deuxième, sortez-moi QC. Très bien. L'énergie reçue par la résistance. Parfait. Donc, comme j'ai dit que je voulais chauffer de la même façon ma piscine, eh bien, donc QC égale QC, bien sûr. Donc, ça veut dire que 3W, l'énergie reçue par la PAC, l'énergie électrique, est égale à l'énergie électrique reçue par la résistance. Et donc, si vous voulez, donc on peut l'écrire encore, on peut l'écrire différemment. Je vais donc je vais faire un rapport WE, alors j'ai plus trop de place, excusez-moi, j'espère que ça passe encore. WE PAC sur WE, je fais un rapport est égal à quoi? Allez, je fais le rapport de l'énergie électrique reçue par la PAC sur l'énergie électrique reçue par la résistance. Dites-moi combien vous trouvez. Donc, j'ai fait 2 étapes en une, hein. Donc, je veux mettre le WER à gauche de mon signe égal et je me débarrasse du 3. Du coup, ça devient quoi? Parfait, Agathe, ça devient 1/3. Oups, voilà, 1/3. Donc, j'arrive en fait à la conclusion suivante. L'énergie électrique que je dois consommer pour faire fonctionner ma pompe à chaleur est égale à 1/3 de l'énergie électrique que je vais devoir consommer pour chauffer de la même façon ma piscine. 1/3. Donc, c'est-à-dire 33%. 1/3, c'est 33%. Je ne vais consommer avec une pompe à chaleur que 33% d'énergie électrique par rapport à l'énergie que j'aurais consommée si j'avais chauffé directement avec une résistance. Si je ne consomme que 33%, quelle est l'économie d'énergie que je réalise? 67. J'ai donc répondu à la question. D'accord? Donc ça y est, j'ai répondu à la question. J'espère que c'est à peu près compris par tout le monde. Je sais, j'ai bien conscience que beaucoup d'entre vous n'auraient pas su par quel bout le prendre. D'accord? Il y a souvent, effectivement, dans les sujets, vous le savez, il y a toujours une question ou deux qui vont départager les meilleurs élèves. OK? Donc ces questions-là, OK, j'essaie quand même de faire quelque chose, hein, c'est vraiment important. Même si je suis plus fragile, moins attirée par la physique, etc., j'essaie quand même d'écrire quelque chose. Même si c'est la panique dans votre tête, essayez de mettre quelque chose à l'écrit. Vous ne perdrez jamais de points, OK? Donc on laisse jamais de réponse vide. Ça, c'est vraiment mon conseil. On écrit toujours quelque chose. Donc, j'espère que ça s'est compris. Du coup, j'ai fait 67% d'économie en utilisant une pompe à chaleur. Et donc, je reviens à la question. J'espère que je peux changer de tableau, que ceci est bon, parce qu'après, ça s'efface. Donc, je ne pourrai pas revenir là-dessus. Donc, j'espère que tout le monde a à peu près compris. Je reviens donc sur le tableau pour la dernière question. La dernière question est
En conclusion, répondre en quelques lignes à la question suivante: en quoi l'utilisation de pompes à chaleur apporte-t-elle une réponse à des problématiques énergétiques contemporaines? Alors, bon, là, du coup, on attend un peu un esprit critique, je ne sais pas, un petit peu de culture peut-être. Inutile d'en faire non plus trois pages, hein. Quelques lignes, c'est donc 3-4 lignes, pas plus. Donc, qu'est-ce que vous me proposez? Qu'est-ce qu'on attend de vous? Grâce à la PAC, on doit fournir moins d'énergie électrique et donc on va moins polluer. Tu as tout à fait raison. Donc ça, c'est un premier argument. On vient de voir, même si on n'a pas su répondre à la question 4.1, hein, surtout on ne s'interdit pas de répondre à la 4.2, on se sert justement des résultats, ils le font exprès de tourner les questions comme ça pour pouvoir vous permettre de continuer. Donc on dit, on voit clairement qu'avec une pompe à chaleur, on réalise 67% d'économie sur la facture en énergie électrique. Donc le but n'est pas de parler de l'économie financière ici, puisqu'on vous parle des problèmes énergétiques contemporains. Donc, on va surtout dire que du coup, on consomme moins d'énergie. Donc, moins d'énergie, ça, c'est bien. Moins d'énergie, pourquoi c'est bien? Pourquoi c'est bien c'est quoi la problématique énergétique contemporaine? C'est ça aussi qu'il faut éclairer. Qu'est-ce qu'on attend de vous? Alors, la problème énergétique contemporaine, c'est effectivement que quand on produit de l'énergie, on pollue. Donc, du coup, s'il y a moins d'énergie à consommer, il y a donc moins de pollution. D'accord? Merci Stéphane pour ce petit rappel. Parfait. Donc, on veut économiser de l'énergie, c'est très bien. Il faut un deuxième argument, s'il vous plaît. Donc ici, on va consommer moins d'énergie électrique. Et grâce à quoi? Il ne faut surtout pas oublier ce deuxième pan de notre réponse. Grâce à quoi? Super important là de dire ça. La pompe à chaleur, elle fonctionne grâce à quoi? À l'énergie électrique et grâce à l'air qui est dans ce cas-là, il faut que je case mon vocabulaire que j'ai pu apprendre soit en SVT, soit en physique. Voilà, une ressource renouvelable, donc gratuite, avec un stock énorme, d'accord? Je ne suis pas limitée, des ressources infinies. Parfait, gratuit, illimité. Voilà. Voilà pour du coup ce sujet de bac. J'ai terminé pour moi, à moins que j'ai des questions auxquelles je répondrai bien sûr. Sinon, demain, on se fait le sauna. Et comme le sauna est court, j'en ferai un deuxième. Donc, ceux qui ont dit qu'ils se sentaient un peu en vacances, vous pouvez aussi réfléchir au sujet diagnostic d'une maison. C'est le Nouvelle-Calédonie, novembre 2017, diagnostic d'une maison. D'accord? Pour ceux qui ont du temps et ont envie d'en faire un peu plus. Je suis d'accord avec toi. Le mieux pour l'environnement, c'est de ne pas avoir de piscine, effectivement, Franck, et encore plus de ne pas la chauffer, juste profiter des temps de soleil pour la chauffer, d'accord? Utiliser intelligemment le soleil pour chauffer la piscine plutôt que d'avoir à la chauffer avec une pompe à chaleur, bien sûr. Une serre, par exemple. Effectivement, il y en a qui mettent une serre. Allez, très bien. Je vous souhaite une bonne journée également. On se retrouve demain donc pour d'autres sujets de bac. Et n'oubliez pas demain QCM. Hein, n'oubliez pas demain, vous êtes évalué sur ce chapitre-là. Donc, comme la dernière fois, je ne vous pose pas des questions de cours parce que je sais que vous pouvez avoir le cours sous les yeux. Donc, c'est des petits exercices. Hein.